Voilà, donc cette nouvelle vidéo, on va entamer un nouveau chapitre qui est les fichiers. Alors, pour commencer, je vais poser quelques questions ou bien proposer un petit problème. Alors, supposons qu'on a quelques abonnés, donc 5 abonnés d'un opérateur téléphonique donné, et leurs numéros sont comme suite. Donc, on a l'abonné A, l'abonné B, C, D et E. Alors maintenant, préparez-vous, je vais vous poser quelques questions sur ces numéros. Êtes-vous prêts? Bien, donc vous êtes prêts, mais attention, pas de triche. Faut pas tricher, hein? Ok, d'accord. On commence alors. Première question. Quel est le nombre de répétitions du chiffre 5 dans chaque numéro? Du numéro précédent, bien sûr. Oh, alors vous allez dire, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non, je ne peux pas, donc vous ne pouvez pas retourner en arrière parce qu'on a dit pas de triche. Alors vous allez dire, monsieur, vous aurez dû nous avertir, c'est une question de mémorisation, donc ça nécessite qu'on mémorise les numéros. Alors je vous dis, bon, c'est vrai que ça nécessite de mémoriser, mais pensez-vous que vous pouvez retenir les 5 numéros en quelques secondes? Quelle que soit votre mémoire courte, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Peut-être retenir un ou deux numéros, mais 5, ça m'étonne. Ah oui, ben vous allez dire peut-être qu'on aurait pu reporter sur une feuille, par exemple. Bien, c'est une bonne remarque. Alors, vous venez de confirmer que parfois, en tant qu'être humain, on a besoin d'utiliser une mémoire externe sur papier ou bien n'importe quel type de mémoire. Ça veut dire que notre mémoire interne ne suffit pas pour retenir des données et donc on fait appel à quelques supports physiques, tels qu'une feuille par exemple. Bien, revenons à nos algorithmes. Alors, depuis le début du cours d'algorithmique, on avait plusieurs types de variables. Des types de base tels que réel, entier, caractère, booléen, ainsi de suite, et des types structurés, donc vous avez vu les tableaux, les chaînes, les enregistrements, ainsi de suite. Le problème de ces types-là, comme vous avez pu le remarquer, c'est que lorsqu'on termine le traitement sur nos données et on met fin à notre programme, bien à notre algorithme, alors tout ce qu'on a eu comme résultat n'apparaît plus. Ça veut dire que vous perdez toutes les données. On n'a plus une trace sur nos résultats. Et tout ce qu'on a fait, bien sûr, il est foutu en l'air. Et donc, si vous voulez utiliser les résultats, vous devez les reporter sur une fameuse, ou bien sur cette fameuse feuille. Alors, sur cette fameuse feuille, quelle feuille, monsieur? Ben, la feuille qu'on a utilisée pour reporter les numéros. Mais vous allez dire, attention, les résultats peuvent être de taille très importante. Et on ne peut pas écrire tous ces résultats-là sur une feuille, ou bien en utilisant notre stylo, notre main, manuellement. Eh bien, qui a dit que vous allez utiliser une feuille? Une feuille, oui, mais c'est pas une feuille papier. Ça peut être une feuille électronique. Ce qui fait qu'on ne va pas les reporter manuellement. Vous avez, comme vous le savez bien, la mémoire externe, c'est pas ce qui manque. Hein. On peut avoir plusieurs types de mémoire. Donc vous avez les flash disques, les CD, les disquettes, les rubans, les disques durs. Donc c'est vraiment pas ce qui manque. Donc on peut enregistrer, on peut reporter ces résultats-là, ces données, sur ce type de mémoire. Et donc ils vont jouer le rôle de la fameuse feuille papier. Le problème, c'est comment notre programme ou bien notre algorithme va pouvoir utiliser ces mémoires. Donc manuellement, on utilise cette fameuse feuille papier, mais en étant dans un programme, en étant dans un algorithme, comment peut-on utiliser ce type de feuille, entre parenthèses, électronique? Alors, pour tout traitement, un algorithme a besoin de variables, comme vous l'avez vu, ayant un type donné.
Et ce qu'on a vu jusqu'à présent n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, comme type de réel, entier, les types structurés, tableau, ainsi de suite, n'a rien à voir avec la notion de reporter des résultats, de sauvegarder ces résultats de telle sorte qu'on peut les utiliser après la fin de notre programme. Et donc quoi? On doit réfléchir à autre chose, à quelque chose de nouveau qui nous permet justement de faire cette sauvegarde ou bien de reporter nos résultats, nos données dans ce type de support, ce type de papier, ce type de feuille électronique. Ça veut dire qu'on a besoin d'un nouveau type de variable qui permet cette opération-là. C'est exactement le type fichier. Alors, c'est quoi un fichier? Un fichier, donc, c'est un ensemble d'informations stockées sur un support physique, tel que disque dur, tel que flash disk, disquette, ainsi de suite. Donc, c'est une structure de données qui permet de regrouper et de stocker de manière permanente. Donc, c'est quelque chose de très important. Là, ça doit être permanence. Donc, elle permet de stocker de manière permanente un ensemble infini, donc théoriquement infini, de variables de même type, simples ou structurées. Donc, c'est exactement comme des tableaux, mais dans ce cas, la différence, c'est ce mot-là, c'est que l'information, elle est stockée d'une manière permanente, même si on sort de notre programme, elle existe toujours. Alors, vous allez poser cette question, vous allez dire, monsieur, vous avez dit stocker sur un support physique, donc on va sortir vers une unité externe. On n'est plus dans notre algorithme, on n'est plus dans notre programme, on n'est plus dans notre unité de traitement. Exactement. Donc, lorsqu'on parle de fichier, on a cette notion de l'extérieur. Donc, c'est un nouveau type qui introduit cette notion-là de l'extérieur. Ça veut dire qu'on va sauvegarder des données en dehors de notre programme, en dehors de notre unité de calcul. Alors là, c'est un problème. Comment on va gérer ça? Heureusement, ce n'est pas à vous de gérer. C'est le système d'exploitation, le SE, qui va prendre en charge la gestion de l'extérieur. Tout ce que vous avez à faire est d'informer ce fameux SE que vous allez utiliser un espace mémoire externe ou bien un fichier. Donc, ce système-là, il va gérer cet espace externe de telle sorte que vous pouvez enregistrer vos données sur ce fichier. Wow, donc vous avez dit que fichier est un type et donc il est utilisé par notre algorithme comme toute autre variable, comme tout autre type de variable. Comment est-ce qu'il est géré par le SE? Il paraît qu'on a deux fichiers dans ce cas. Il y a un fichier qu'on gère nous-mêmes dans notre programme et un fichier qui est géré par le système d'exploitation. Très bonne remarque. Eh bien, exactement. La particularité de ce nouveau type de fichier est qu'il existe dans deux emplacements. Exactement. Donc, on a deux types de fichiers. Un fichier qu'on gère nous-mêmes dans notre programme et un fichier qui est géré par le système d'exploitation. Ces emplacements-là donc, sont la mémoire centrale. Alors, dans ce cas, il est utilisé dans un programme ou bien dans un algorithme comme toute autre variable. Il a un nom qui l'identifie appelé nom logique. Donc, c'est ce qu'on utilise dans notre programme, bien dans notre algorithme. Le deuxième emplacement, c'est la mémoire externe ou bien l'extérieur. Dans ce cas, notre fichier, il occupe un espace mémoire qui porte son nom toujours, mais cette fois, il est appelé nom physique. Maintenant, comment lier les deux emplacements? Bien, quelle est la relation qui existe entre les deux? Justement, c'est le système d'exploitation qui le gère. Donc, justement, c'est le SE, et bien sûr, suite à notre demande, qui va créer ce lien entre le nom logique et le nom physique. Justement, c'est ce qu'on appelle l'assignation. Donc, cette
relation entre les deux emplacements est appelée l'assignation. Alors, et quelle est la différence entre les deux types de fichiers, logiques et physiques? Oui, bien sûr, il existe plusieurs différences. On peut citer ces différences-là. La première différence, c'est le type de mémoire. Alors, la mémoire utilisée pour le fichier logique est volatile, comme tout autre type de variable. Ça veut dire qu'elle perd les données si elle est hors tension. Si on éteint notre machine, par exemple, donc on n'a plus cette information-là, cette donnée. Par contre, la mémoire utilisée pour le fichier physique, elle n'est pas volatile. Elle n'est pas volatile parce qu'on a dit qu'elle peut sauvegarder d'une manière permanente. Donc, les données sont sauvegardées en permanence, même en éteignant notre machine, même hors tension. Donc, ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est la vitesse. La première mémoire, qui est la mémoire centrale, où on définit nos variables de notre programme ou de notre algorithme, est beaucoup plus rapide que la deuxième, qui est la mémoire secondaire ou bien la mémoire auxiliaire. La troisième différence, c'est la capacité. En général, la mémoire utilisée pour le fichier logique, appelée mémoire tampon ou bien le buffer, est beaucoup plus petite que celle utilisée pour le fichier physique, surtout s'il est volumineux. Parfois, on peut gérer des fichiers de très grande taille, mais réellement, en mémoire centrale, on ne va pas utiliser la même capacité de mémoire. On ne va pas utiliser la même taille de mémoire. La quatrième différence, c'est l'organisation. Alors, la première, c'est-à-dire les fichiers utilisés en mémoire centrale, il est organisé suivant une logique donnée, utilisée dans ce programme, dans cet algorithme. Par contre, dans la deuxième, le fichier physique, c'est tout simplement un magasin de stockage. C'est une suite binaire. Doucement, doucement, monsieur. Donc, voilà, le type de vitesse, le type et la vitesse, c'est clair. On peut comprendre, mais capacité, organisation, c'est un peu flou. Ok, sans problème, je vais expliquer. Alors, concernant la capacité, donc les données d'un fichier physique ne sont pas présentes entièrement en mémoire centrale. Au fait, le traitement se fait par paquet. La taille du paquet dépend de la taille du buffer. Alors, chaque fois qu'on termine avec un paquet, on l'envoie vers la mémoire physique et on traite un nouveau paquet. Ça veut dire que le traitement d'un fichier, en fait, particulièrement s'il est très volumineux, on ne va pas le charger complètement en mémoire centrale, mais on va le traiter partie par partie. Exemple. Alors, si on veut créer un fichier qui contient 1000 multiples de 3, alors si on suppose que la taille du buffer, elle permet de stocker simplement 250 entiers. Alors, cette opération-là de création, elle passe par le traitement de 4 paquets. Donc, 1000 divisé par 250, on a 4 paquets. Ça veut dire qu'on va créer ce fichier-là à travers 4 étapes. La première, donc on a le fichier logique en mémoire centrale dans notre algorithme, dans notre programme. Et on a la partie physique où le système d'exploitation va sauvegarder nos données. Donc, généralement, la taille logique, elle est inférieure à la taille physique. Première étape, on va générer 250 multiples de 3. Donc, de 0 à 747. Une fois que la mémoire, elle est occupée, donc elle est pleine, on va transférer ces données-là vers la mémoire physique. Une fois qu'on termine, on vide la mémoire tampon, la mémoire logique. Mais vous voyez que la première partie, elle est sauvegardée d'une manière permanente sur la mémoire physique. Ensuite, on génère les suivants, les 250 suivants, commençant par 750 jusqu'à 1497. On transfère et on vide le tampon à nouveau. Générer le troisième paquet, faire la même chose, transférer et vider le tampon. Enfin, générer les derniers 250 multiples, les transférer en mémoire physique et vider le tampon. Donc, vous voyez là qu'on est en train d'utiliser une mémoire
plus petite, mais on va répéter l'opération sur cette mémoire et finalement on a notre fichier physique sauvegardé d'une manière permanente. Donc ça, c'est la différence de capacité. La capacité du fichier logique est différente de la capacité du fichier physique. Et bien sûr, comme on l'a fait pour 1000, on peut le faire pour 1 million, pour 1 milliard. La seule limite, c'est l'espace physique disponible en mémoire secondaire. C'est pour cela qu'on a dit que la taille du fichier est théoriquement infinie. Ça veut dire qu'on est limité juste par la capacité de la mémoire externe. Vous travaillez sur le disque dur par exemple, ça dépend de la taille de votre disque. Et ce qu'on a fait pour transférer les données de la mémoire centrale vers la mémoire externe, on peut le faire dans le sens inverse. Ça veut dire que si vous avez à traiter quelques informations depuis un fichier, on peut faire exactement la même chose. Donc on va charger un paquet de la mémoire secondaire vers la mémoire centrale, on va le traiter. Quand on termine, on l'envoie de nouveau vers la mémoire physique, on charge un nouveau paquet et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine les traitements. Juste une remarque, l'opération de transfert de données entre la mémoire centrale, c'est-à-dire le buffer, et la mémoire secondaire est assurée par le système d'exploitation. C'est-à-dire les actions du programme, bien de l'algorithme qui traite les données, manipulent le fichier logique. Ils n'ont rien à voir avec le fichier physique. À aucun moment, on ne traite des données, on exécute des opérations sur le fichier physique. Toujours, en tant que programme, je manipule le fichier logique. On va voir après, juste on va dire que, comme on l'a vu, on va demander au système d'exploitation de faire ce lien, cette assignation entre le fichier logique et physique. Maintenant, toutes les opérations qu'on exécute sur le fichier logique, leurs effets, ils vont apparaître sur le fichier physique. Bien, donc je pense que c'est clair pour la capacité. Qu'est-ce qu'on est pour l'organisation? Alors, pour l'organisation, le fichier physique, en fait, ce n'est qu'un conteneur dans lequel on stocke les données. Donc, il n'y a aucune organisation des données. C'est une suite binaire, 0 et 1. Exemple, soit un fichier physique de taille 4 octets créé par un programme donné. Donc, ce sera vu comme étant exactement une suite binaire, comme vous le voyez dans cette chaîne. Donc, ça représente le contenu du fichier physique. Alors, si je vous pose la question, que représente ce contenu? Alors, aucune idée. Aucune idée, et même le système d'exploitation, celui qui a fait le transfert, celui qui a créé physiquement ce fichier-là, ne le sait pas. C'est un peu bizarre, mais c'est exactement la réalité. Ça veut dire que même le système d'exploitation ne peut pas reconnaître que représente cette information-là. Il a juste fait le transfert depuis votre programme vers la mémoire externe ou bien vers le support physique. Alors, qui peut le savoir? Celui qui peut le savoir, c'est seulement la personne qui a créé le fichier. Seulement la personne qui sait la logique suivie lors de la création de ce fichier-là. C'est pour ça qu'on l'appelle le fichier logique. Ça veut dire qu'il va suivre une certaine logique lors de la création. Mais une fois qu'on le transfère, qu'il devient un fichier physique, donc ça devient juste un conteneur. Juste une suite binaire. Et suivant cette logique-là, donc on peut interpréter cette information. Mais tant qu'on n'a pas la logique, on ne connaît pas la logique suivie lors de la création, on ne peut jamais interpréter cette information-là. Alors, très bonne remarque, on peut dire qu'avec des logiques différentes, on peut aboutir au même contenu physique. Exactement. Apparemment, vous devenez expert. Prenons comme exemple le fichier précédent. Donc, on a une suite binaire. Supposons qu'on a un utilisateur, une personne qui a créé le fichier et il vous dit
que j'ai créé un fichier d'entier de 16 bits chacun. Donc maintenant, on nous donne la logique. On vous dit que ce contenu-là, en fait, il représente deux entiers représentés sur 16 bits chacun. Alors, si on a cette logique, ça veut dire qu'on peut décomposer ce fichier-là en deux parties. La première de 16 bits et la deuxième de 16 bits. Ensuite, suivant cette logique-là, le premier bloc de 16 bits représente le premier entier et le deuxième bloc de 16 bits représente le deuxième entier. Il suffit maintenant de convertir la chaîne binaire en décimale, chose que vous avez vu l'année passée, plutôt dans le module de CRF, le semestre 1. Donc, en décimale, il s'agit de deux entiers, le 1698.3 et le 81.12. Donc, lorsqu'on a la logique, on a pu interpréter la chaîne binaire et on dit que ce fichier contient deux entiers. Une autre personne, il va vous dire non, moi j'ai créé mon fichier, mais en fait, il représente un réel. J'ai sauvegardé juste un réel en suivant la norme I3E754, simple précision. Et comme vous le savez, dans cette norme, simple précision, chaque nombre est représenté sur 32 bits, avec 1 bit de signe, 8 bits pour l'exposant et 23 bits pour la mantis. En se basant sur cette représentation, donc cette logique, on peut dire que la valeur de cette chaîne binaire, si vous avez toujours la méthode de conversion, si vous avez déjà vous retenez toujours cette méthode-là, donc vous allez trouver que le nombre là, exactement, c'est le 53.8125. Alors vous remarquez que suivant la logique suivie, on aboutit à des résultats différents, même si on a la même chaîne binaire. Donc voilà, lorsqu'on parle d'organisation de fichiers, on prétend fichier logique et non pas physique. Le physique n'a pas d'organisation, en fait. C'est un conteneur, c'est juste une suite binaire. Mais lorsqu'on parle de logique, ça veut dire qu'on parle du fichier logique, non pas physique. Et justement, suivant cette organisation, on définit deux types de fichiers. Logiques, bien sûr. Alors, le premier type, c'est ce qu'on appelle les fichiers non typés. Les fichiers non typés, alors dans ce type de fichier, l'organisation, dans ce type de fichier logique, bien sûr, l'organisation est basée sur le caractère. Pour cela, on les appelle parfois des fichiers texte. Alors, indépendamment de la sémantique, ça veut dire sans comprendre ce qu'il y a comme données, le contenu de ce type de fichier est une suite de caractères. On les appelle des caractères imprimables. Donc, chaque élément imprimable, parfois, ça veut dire qu'on peut lire, en tant qu'être humain, on peut lire les données. Ce n'est pas du caractère chinois. Donc, chaque élément du fichier est un caractère. Physiquement, donc c'est une suite de bits, de 8 bits, un octet. Donc, on peut voir, par exemple, le fichier qui contient des caractères, C1, C2, C3, C4. Donc, un élément du fichier, c'est un caractère. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les fichiers non typés. Donc, le contenu, c'est une suite de caractères. Pour cela, on les appelle des fichiers texte. Par exemple, si on prend le réel x égale 2 points, cette suite de chiffres, exposant moins 58, alors, si on veut représenter ce nombre-là dans ce type de fichier, donc, on va utiliser la chaîne de caractères. Ça veut dire que la taille de ce fichier sera égale à 20 octets, puisqu'on a 20 caractères dans ce nombre-là. Donc, on a besoin de 20 fois 8 bits, ce qui fait que la taille de notre fichier qui va contenir ce nombre-là est de 160 bits. Donc, on va sauvegarder ce réel sous forme d'une suite de caractères. Le 2, le point, le 2, le 1, 3, ainsi de suite. Le deuxième type de fichier, c'est ce qu'on appelle les fichiers typés.
Des fichiers typés, contrairement aux fichiers non typés, ils se basent sur un bloc de données, où chaque bloc il a un type spécifique, qui peut être simple, entier, réel, caractère ou booléen par exemple, ou bien structuré, tel que enregistrement. Alors, ces fichiers-là, on les appelle parfois des fichiers binaires. On les appelle fichiers binaires, pourquoi? Parce que dans ce cas, les données sont stockées en utilisant leur représentation binaire. Ça veut dire qu'on adopte une certaine représentation pour sauvegarder les données. Et bien sûr, ça sera en binaire. C'est pour ça qu'on les appelle parfois des fichiers binaires. La taille d'un élément dépend de la taille de sa représentation, puisque maintenant, on ne sauvegarde pas caractère par caractère, mais plutôt on sauvegarde la représentation binaire. Donc, suivant ce qu'on a obtenu après la représentation, on va avoir la taille de cette donnée dans notre fichier. Donc, le type de fichier typé se base sur le bloc. Ça veut dire que chaque élément est un bloc de données. Chaque élément de ce fichier est un bloc de données. Par exemple, si on reprend le même nombre, x égale à ce nombre réel-là, alors si on adopte la représentation I3E 754, on sait bien que un entier sera représenté sur 32 bits, si on adopte cette méthode, cette représentation, et donc on va sauvegarder la représentation de ce réel, et donc on va occuper tout simplement 4 octets, 32 bits, au lieu de 160 bits. Alors là, je vous donne un exemple, sans chercher à comprendre les programmes C, juste pour voir les résultats. Alors j'ai créé deux fichiers différents, un fichier typé et un fichier non typé pour représenter des entiers. Donc, j'ai créé un fichier qui contient 1000 nombres, le même nombre, mais répété 1000 fois, avec les deux types de fichiers, en prenant un fichier typé et un fichier non typé. Donc ça, c'est les deux programmes différents qui permettent de créer ces deux types de fichiers. Alors, vous remarquez que la taille déjà, le test de fichier typé, on peut voir que la taille est de 4 octets. Kilooctets, pardon. Par contre, ça c'est pour 1000 fois le x. Par contre, pour le fichier non typé, vous remarquez que sa taille est de 6 kilooctets. Donc, on voit déjà la différence de taille. Le contenu. Donc, vous pouvez voir que le contenu du fichier non typé, ça reste des caractères imprimables qu'on peut lire en tant qu'être humain. Vous pouvez voir le 1, 9, 9, 7, 8, 5 qui se répète plusieurs fois, 1000 fois dans cet exemple. Par contre, les fichiers typés, vous remarquez que le contenu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lire, c'est du chinois. Pourquoi? Parce que dans ce cas, on sauvegarde la donnée par la représentation. C'est une représentation binaire. Donc, si on prend un fichier typé où le type du bloc est un caractère, il sera identique au fichier texte. Exactement. Exactement. Un fichier typé de caractère est identique à un fichier de texte. Donc, l'utilisation des fichiers typés est plus intéressante, puisqu'elle regroupe les deux. Donc, on peut avoir les deux. On peut gérer des caractères en utilisant des fichiers binaires, en utilisant des fichiers typés. Bien. Alors, passons là maintenant à un autre problème. Supposons qu'on a créé un fichier contenant des informations des étudiants de la filière MI. Une fois qu'on termine, on veut avoir les informations d'un étudiant X. Comment allons-nous accéder à cette information? Bien sûr, vous allez dire qu'on va tout simplement faire une recherche dans ce fichier, comme on l'a fait pour les tableaux, comme on l'a fait pour les tableaux d'entiers, tableaux de caractères. On cherche une certaine information, donc il faut traverser le tableau. Dans ce cas, donc il faut chercher dans ce fichier-là. Supposons que notre fichier se présente de cette manière-là.
Donc, vous avez un ensemble de fiches caractérisant l'étudiant. Chaque fiche contient l'information d'un étudiant. Alors, comment vous allez procéder? Vous dites, voilà, donc on va parcourir le fichier fiche par fiche, comme on l'a fait pour les tableaux, élément par élément, jusqu'à ce qu'on trouve l'étudiant X. C'est bon. Alors là, maintenant, je vous propose une deuxième présentation. Supposons que notre fichier se présente de cette manière. Donc, vous avez des indications de chaque fiche. Alors, vous allez dire, maintenant, c'est plus simple. C'est plus simple parce qu'on va directement à la fiche X. OK? On va la retirer et lire les informations concernant notre étudiant. Bien. Une troisième alternative, le fichier se présente de cette façon-là. Donc, vous avez des indicateurs, mais il y a un groupe. Ça veut dire que tous les étudiants qui commencent par A, tous les étudiants qui commencent par B, ainsi de suite. Alors, comment allez-vous procéder? Alors, dans ce cas, bien sûr, on accède au paquet X. Ensuite, on parcourt fiche par fiche jusqu'à ce qu'on trouve notre étudiant. Donc, au lieu de parcourir tout le fichier, je vais accéder au paquet qui commence par X. Et dans ce cas, je vais faire une petite recherche séquentiellement dans ce paquet-là. Bien, apparemment, vous devenez expert. Alors, à partir de cet exemple, on voit que la manière de trouver une information, de retrouver une information dans un fichier dépend de la présentation. Ce qui nous mène à donner une autre classification des fichiers qui se base sur le mode d'accès. Donc, on a vu une classification qui se base sur l'organisation, fichier typé, fichier non typé. On a une autre classification qui se base sur le mode d'accès. Alors, suivant le mode d'accès, on définit 3 types de fichiers. On a les fichiers à accès séquentiel. C'est la première présentation. Alors, dans ce cas, l'accès consiste à traiter les informations séquentiellement, exactement comme on l'a fait pour un tableau, par exemple, lorsqu'on parcourt le tableau séquentiellement. C'est-à-dire dans l'ordre où elles apparaissent dans le fichier. Alors, dans ce type de fichier, pour accéder à une information, il faut parcourir toutes les informations qui précèdent l'information voulue. Donc, il faut passer par tous les précédents jusqu'à ce qu'on arrive à notre information. Par exemple, on veut accéder à l'information C4. Dans ce cas, on doit passer par C1, C2, C3 jusqu'à ce qu'on arrive à C4. C'est une traversée séquentielle. C'est pour ça qu'on les appelle les fichiers à accès séquentiel. Le deuxième, c'est les fichiers à accès direct. Fichier à accès direct, c'est exactement comme on le fait en utilisant les tableaux. Par exemple, vous introduisez l'indice de l'élément I. Et si vous faites A de I, vous avez directement accès à l'information qui se trouve à la position I. Alors là, on fait un accès direct dans un fichier sans parcourir les informations qui précèdent notre information voulue, en précisant sa position, exactement comme on l'a fait avec les tableaux en précisant l'indice. Là, on précise la position de l'élément dans notre fichier et en utilisant une certaine technique, on va accéder directement à notre information. Pour cela, on les appelle des fichiers à accès direct. Mais bien sûr, dans ce cas, on a besoin d'un numéro de la donnée référencée. Par exemple, pour accéder à C4, il suffit de donner son numéro et hop, on accède directement à C4 sans passer par C1, C2 et C3. Le troisième, c'est équivalent à la troisième présentation vue précédemment. On les appelle des fichiers à accès séquentiel indexé. Séquentiel indexé. Dans ce cas, on combine en fait les deux précédents. On combine entre l'accès direct et l'accès séquentiel. Donc, on utilise la rapidité de l'accès direct et la simplicité de l'accès séquentiel. Bien sûr, l'accès séquentiel, c'est simple. Il suffit de traverser le fichier. L'accès direct, donc on a besoin d'utiliser une autre technique en ayant le numéro, ainsi de suite. Alors, dans ce cas, on combine les deux.
Donc, il est particulièrement adapté au traitement des gros fichiers. Quand on a des fichiers volumineux, donc traverser toutes les données, alors supposons que notre donnée se trouve à la fin du fichier, donc on a besoin de traverser tout le fichier. S'il est volumineux, on va prendre beaucoup plus de temps. Et pour faire un accès direct, vous allez voir, donc c'est pas programmé pour cette année, mais on a besoin d'autres techniques plus avancées pour le faire. Alors pour un compromis entre les deux, on utilise les fichiers à accès séquentiel, ce qui revient en quelque sorte à décomposer notre fichier en paquets de données. Donc, on accède directement au paquet et dans le paquet, on fait une recherche séquentielle en utilisant bien sûr des fichiers index. Bien, dans la suite de ce cours, donc nous allons nous intéresser aux fichiers séquentiels. Cette année-là, donc on s'intéresse beaucoup plus aux fichiers séquentiels. Donc on laisse à part les fichiers à accès direct et les fichiers à accès séquentiel indexés et on se focalise sur les fichiers à accès séquentiel. Alors, les caractéristiques d'un fichier séquentiel, on peut le voir comme un ruban de longueur infinie. Donc, un fichier séquentiel, vous pouvez l'imaginer comme étant un ruban de longueur infinie. Donc, la taille dépend de la partie physique. La lecture et l'écriture de ce fichier-là est réalisée par une tête de lecture-écriture, la TL, tête de lecture-écriture. Chaque élément peut être lu ou bien écrit en utilisant cette tête. Elle se positionne sur un élément de notre fichier. Donc, pour lire ou bien écrire, on utilise la TLE. Mais on ne peut lire ou écrire qu'un seul élément du fichier. L'élément pointé par la tête de lecture-écriture, la TLE, on l'appelle l'élément courant. Donc ça, c'est l'élément courant. Et comme tout fichier, il possède ce qu'on appelle une marque de fin de fichier. On l'appelle la FDF, pour dire que ça, c'est la fin de notre fichier. Parce que, en fait, un support physique peut contenir plusieurs fichiers. Pour faire la différence entre différents fichiers, chaque fichier se termine par une marque un peu spéciale qu'on appelle la fin de fichier. Une autre caractéristique des fichiers séquentiels, c'est que l'ajout d'un élément ne peut se faire qu'en fin de fichier. Ça veut dire qu'on ne peut pas insérer au début ou entre deux éléments ou bien modifier une donnée. La seule opération qui est permise, c'est d'ajouter à la fin de fichier. Donc, on va à la fin de fichier, on crée un emplacement vide, on ajoute notre information et on déplace la tête vers le suivant. Donc, l'insertion et la modification ne sont pas permises. Donc, on ne peut pas insérer entre deux éléments et on ne peut pas modifier. Ça, c'est les caractéristiques d'un fichier séquentiel. Bien sûr, on peut faire l'insertion et la modification, mais à travers un algorithme. On n'a pas d'opération directe qui nous permette d'insérer ou bien de modifier la donnée. Par exemple, si vous voulez insérer un élément dans un tableau, vous avez vu qu'il faut déplacer les éléments vers la gauche ou bien vers la droite. Ensuite, insérer les données. Donc, vous avez besoin d'un algorithme. On n'a pas une action directe qui nous permet d'insérer dans un tableau. La même chose pour les fichiers séquentiels. Donc, on n'a pas une opération, une action qui vous permet d'insérer directement l'élément dans un fichier. On va voir à travers les TD qu'on peut le faire, mais à travers des algorithmes. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à voir comment utiliser le type fichier dans notre algorithme. Enfin, bon, c'est vrai que c'était un peu long, mais il faut bien comprendre le principe du fichier. Maintenant, si vous avez bien compris le principe, tout ce qui reste est très facile. C'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.